Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur le fonctionnement de la République démocratique du Congo. Contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire le décryptage d'actualité du jour. iWeb. Bonjour chers auditeurs de iWeb Radio, chers internautes, nous vous disons bonjour et nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission La Profondeur. La Profondeur, une émission d'analyse qui décortique en profondeur les actualités. Et aujourd'hui, l'actualité, c'est les bras de fer engagés entre l'Église catholique et le régime Tshisekedi. L'actualité, c'est aussi le processus électoral en République démocratique du Congo qui divise la classe politique du pays, mais aussi les jeux de la francophonie. On va en parler. Et pour en parler en profondeur, j'ai reçu pour vous un analyste politique. Il s'agit de Gauthier Sey, à qui je dis bonjour. Bonjour cher ami, merci pour l'invitation, c'est un privilège m'accorder. Et félicitations à vous et à toute la coordination de iWeb. Je sens l'organisation et puis le matériel de dernier cri. Et ça, c'est quand même quelque chose à saluer dans le monde des médias. Voilà, c'est votre première participation dans cette émission La Profondeur. Quelles sont vos impressions? Non, je suis d'abord impressionné par les cadres, les matériels et puis les personnels trouvés sur place. Et je me dis, il y a du professionnalisme et c'est un média qui vient ajouter un plus, n'est-ce pas, dans notre monde de médias qui exercent déjà en République démocratique du Congo. Même si vous êtes un peu excentré, c'est vrai les embouteillages, mais il faut dire qu'il y a intérêt de passer par ici de temps en temps parce que les sons impeccables, les micros, la régie, le personnel, les bureaux, les cadres, tout ce que j'ai trouvé ici, c'est vraiment impressionnant et coup de chapeau à l'initiateur. Voilà, coup de chapeau à l'initiateur de cette entreprise médiatique. Gauthier Sey est journaliste et analyste. Nous vous recevons sous cette casquette-là. Et aujourd'hui, nous allons parler d'abord de bras de fer engagés entre l'Église catholique et le régime Tshisekedi. Vous avez certainement suivi la déclaration du Tshisekedi faite à Mbujimayi, la réplique de la SEMCO à travers Abbé Donatien Cholet. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces bras de fer à quelques mois de la tenue des élections générales prévues en décembre 2023? Exactement, je suis vu comme tout le monde l'escalade verbale qu'il y a entre la SEMCO et les chefs de l'État, mais j'ai aimé la réplique de la SEMCO qui a reconnu que le chef d'État est un humain et qu'il peut être dans tous ses états et se perdre aussi, aller au-delà de ce qu'il ne pouvait pas dire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, cher Gilbert. Ce n'est pas une première de vivre ça entre les régimes et l'Église catholique. C'est depuis l'époque de Mobutu. Souvenez-vous qu'à l'époque de Mobutu, on s'attaquait aussi au cardinal de l'époque. Je pense que c'était Malula, qu'on accusait d'être proche d'Étienne Tshisekedi et Gizenga à l'époque pour mener des actions contre les pouvoirs. Mais ça n'a jamais été le cas parce qu'il faut ici rappeler d'abord, cher ami, que l'Église catholique au Congo, c'est la plus grande église. Nous avions plus de 40% de la population congolaise qui est chrétien catholique. Et les prélats catholiques, ils vivent, n'est-ce pas, au quotidien, presque chaque jour avec le peuple congolais. Ils savent réellement les vraies questions qui tourmentent la population congolaise. Je vous rappelle que par semaine, l'Église catholique organise 2 à 3 messes. À part les dimanches, si vous prenez souvent, c'est 4 à 3 messes la semaine. Et ils ont des réunions, des comités de parents, de mamans, de jeunes, de papas. Et chaque fois, ils se réunissent. Donc c'est une église organisée. Organisée, proche de la population. Et ils savent vraiment ce que la population est en train de subir. Donc, et quand vous suivez, vous lisez aussi les Écritures, vous allez voir avec moi que généralement, depuis les débuts de l'action chrétienne, avec l'arrivée de Jésus et les autres chrétiens, ils ont toujours été du côté du peuple, des faibles. Non au milieu du village. C'est ça le milieu du village. Parce que l'Église doit ramener l'équilibre au sein, n'est-ce pas, de la communauté. Parce que, vous vivez les cas échéants, la République démocratique du Congo, comment voulez-vous qu'on soit dans un pays où nous n'avions pas une classe moyenne? Et vous voulez que l'Église puisse acclamer toujours ces pouvoirs-là? Il faut ici amener les dirigeants,
les gestionnaires, de créer cette classe moyenne. On ne doit pas continuer à vivre des Mobutu jusqu'à ces jours. Il y a un poignet de Congolais qui accèdent aux affaires et qui vivent mieux avec leurs enfants, avec leurs femmes. Mais la grande partie de la population continue, n'est-ce pas, ici, à vivre dans les noirs. Ça, ce n'est pas normal. Et une église sérieuse ne peut que faire le contrepoids du côté de la population pour essayer, n'est-ce pas, d'interpeller les dirigeants, de voir comment est-ce qu'ils peuvent améliorer les conditions du peuple congolais. Mais rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, 2016, je prends 2011, entre 2011 et 2016, il y a eu beaucoup de tensions sous le régime Kabila. Tout à fait. L'IDPS marchait avec qui? Avec l'église catholique. L'IDP, c'est aux côtés de qui? N'est-ce pas, de l'église catholique? Avec le cardinal qui a eu un certain moment à déranger les régimes avec sa phrase de les médiocres doivent dégager. Tout à fait. Et c'était là, c'était pas un cardinal, c'était pas l'église catholique. Et aujourd'hui, les mêmes erreurs, les mêmes bavures reprochées par l'ancienne opposition continue. Malheureusement, c'est cette ancienne position d'hier qui est aux affaires aujourd'hui, mais qui reprend les mêmes choses. Aujourd'hui, les répressions sanglantes, on en parle. Les arrestations arbitraires, on continue d'en parler. Les enlèvements, on continue d'en parler. Les détournements, on continue d'en parler. La corruption, les népotismes, les clientélismes, tous les mots que l'ancien président, bon, qu'est-ce que je voulais dire, l'ancienne opposition qui est aujourd'hui aux affaires a dénoncé. Nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Et comment voulez-vous que l'Église puisse se taire? Parce que hier, l'Église était aux côtés de l'IDPS pour combattre ces mots. Et aujourd'hui, les mêmes mots continuent toujours. Donc pour vous, l'Église ne doit pas être au milieu du village, mais c'est ça le milieu. Mais c'est ça le milieu du village. Qu'est-ce que vous attendez par le milieu du village? Le milieu du village, c'est dire à la population, n'est-ce pas, de respecter la Constitution, d'appliquer, n'est-ce pas, les lois de la Constitution, de respecter aussi les autorités, mais d'un côté, de rappeler aux dirigeants qu'il y a un recul, qu'il n'y a rien n'avance, que la population est en train de souffrir et qu'il n'y a pas de route. C'est ça le milieu du village. Est-ce que vous avez déjà entendu un jour un prélat ou un cardinal appeler la population à la violence? Qui a ces sons ou qui a cette image? Mais au milieu du village, c'est d'interpeller d'un côté les dirigeants, de l'autre côté le peuple. Et quand ils demandent à la population la résistance, n'est-ce pas une disposition de la Constitution? Quand ils demandent à la population de se réveiller pour un processus équitable, n'est-ce pas leur droit et les droits de la population? Donc, à mon avis, jusque-là, il n'y a pas de dérive de la part de l'Église catholique. Il n'y a pas de dérapage. Il n'y a pas de dérapage. Ils sont en train de faire leur mission évangélique. La mission évangélique, l'évangile, c'est aussi rappeler les gens à l'ordre. On ne peut pas ici prêcher l'évangile dans un pays où il y a des désordre. Voilà pourquoi, malgré l'évangile, malgré notre pays qui est un État laïque, nous tous prêchent suivant, n'est-ce pas, les prescrits de la Constitution de la République. Alors aujourd'hui, j'ai suivi, pas plus tard qu'hier, une vidéo, une déclaration de Tshisekedi en 2019, déjà au pouvoir. Il avait clairement dit que l'Église catholique a longtemps travaillé près du peuple congolais et pour les intérêts du peuple congolais. Et par conséquent, elle ne doit pas être considérée comme un adversaire, plutôt comme un allié de taille. Aujourd'hui, Tshisekedi se contredit. Exactement. Ça n'a pas commencé en 2019. Avant même 2019, ils saluaient les actions de l'Église catholique. Ils étaient tout le temps à côté de l'Église catholique pour essayer de maintenir la pression sur les anciens dirigeants, Mobutu, Kabila, pour qu'ils puissent au moins changer leur mode de gestion. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est les fils de Tshisekedi au pouvoir que l'Église catholique doit renoncer à sa mission. Donc je pense que le chef de l'État s'est un peu contredit et il n'y a pas que cette vidéo-là. S'il faut suivre, il y a autant de vidéos où le chef de l'État en 2011, il a salué l'action de l'Église catholique et quand il est devenu président du rassemblement, il est allé saluer encore l'action de l'Église catholique et il a appelé l'Église catholique de se ranger toujours derrière le peuple congolais pour essayer, n'est-ce pas, ici de maintenir la pression contre les dérives dictatoriales que nous voulons nous imposer les régimes Kabila. Et ça, à ce moment-là, l'Église catholique prêchait l'évangile. À ce moment-là, ils étaient au milieu du village parce que c'est les fils de Tshisekedi au pouvoir, l'Église doit se taire.
Alors que le peuple continue à décrier les mêmes méthodes kabylistes qui continuent jusqu'à ces jours. Nous avons même vu à l'époque Félix Tshisekedi, alors opposant, participer à la messe dite à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala, à l'issue de laquelle il a participé à la messe organisée par les CLC, Comité laïque de coordination, pour mettre de pression sur Kabila. Mais vous avez suivi l'abbé Cholé chez Jean-Marie Kassamba. Il a même parlé de l'état d'âme de Félix Tshisekedi qu'il connaît mieux. C'est pour vous dire que Félix Tshisekedi, c'est un enfant né dans l'église catholique. Son père, sa mère était catholique. C'est vrai, lui, après, à un certain âge, il est devenu de l'église des réveils. Mais les prélats maîtrisent bien les présidents actuels. Parce qu'ils l'ont vu naître et ils l'ont vu grandir. Et quand il parle de l'état d'âme, ne peut parler de l'état d'âme que celui qui a fait la cure d'âme à un chrétien. Donc, Cholé a parlé de l'état d'âme de Félix Tshisekedi sur Télé 50. C'est pour vous dire qu'ils connaissent, ils savent la bonne foi du chef de l'État, mais certainement mal entourés ou peut-être l'ivresse du pouvoir. Et ils essayent un peu de faire le pèlerin pour que les chefs de l'État et ses collaborateurs puissent revenir sur les droits chemins, les bons chemins. Et les bons chemins, c'est quoi? C'est le social du peuple congolais. Les bons chemins, c'est lesquels? C'est la paix à l'Est, c'est l'intégrité territoriale du Congo. Les bons chemins, c'est lesquels? C'est le partage équitable des ressources du Congo. Les bons chemins, c'est lesquels? C'est les dirigeants qui renoncent, n'est-ce pas, au détournement, à la corruption et à l'enrichissement illicite. C'est ça. L'Église catholique ne demande pas des millions pour elle-même. Elle demande tout simplement qu'on puisse, n'est-ce pas, bien entretenir le peuple congolais, parce que cette population-là, il se retrouve en elle à 40%. 40% de cette population est chrétien catholique. Voilà, vous êtes analyste politique, monsieur Gauthier Seye. Quelles pourraient être les conséquences politiques de ces désamours entre l'Église catholique et le régime Tshisekedi à quelques mois, je précise, de la tenue des élections? Deux conséquences. Les conséquences politiques, il faudra ici rappeler que l'Église catholique, c'est la seule Église au monde qui a son pape, qui est statué comme chef d'État, qui a les statuts d'un chef d'État au Vatican. Et ces papes-là prennent part, n'est-ce pas, à toutes les grandes réunions ou à tous les sommets qui décident sur le monde. C'est pour autant vous dire qu'il est informé de tout ce qui se passe dans le monde, notamment en République démocratique du Congo. Et ici, il faut que le peuple puisse peindre un tableau noir sur la RDC et qui porte ces messages-là dans tous les grands sommets. C'est un manque à gagner sur le plan diplomatique pour les Congos. Sur le plan social, l'Église catholique, c'est la seule église au Congo qui détient autant d'écoles conventionnées catholiques. C'est la seule église au Congo qui a quand même un poignet des croyants ou de chrétiens importants sur toute l'étendue de la République. Là où il y a même absence de l'État, on retrouve l'Église catholique. Là où on ne sait même pas trouver un chef des rues, mais on retrouve au moins un prêtre d'une église catholique quelque part. Donc, ils ont la situation globale du Congo. Donc, sur le plan social, cette grogne risque, n'est-ce pas, de créer autant de conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? Ça risque d'être des marches, n'est-ce pas, régulières, chaque mois ou chaque semaine, pour essayer de maintenir la pression. Vous avez vu à un certain moment, ils ont fait craquer les régimes de Kabila. C'est presque chaque jeudi. Avec les CLC, comité voilà, c'est chaque jeudi que les prêtres étaient devant avec leurs croyants pour dénoncer les bavures du régime Kabila. Et ça risque d'être le cas avec Tshisekedi. Et si ça commence comme ça, ils vont tomber, n'est-ce pas, dans les violations des droits de l'homme, ils vont tomber, n'est-ce pas, dans beaucoup de bavures et ils seront censés d'être sanctionnés par la communauté internationale, d'être, n'est-ce pas, qu'il y ait autant de rapports qui vont noircir, n'est-ce pas, les régimes ou les bilans de ces régimes, et ça ne sera pas bien et ça risque même d'impacter sur la réélection du chef de l'État actuel. Il est important que les fidèles catholiques qui vont se ranger derrière les évêques et tourner le dos ça a toujours été le cas. Ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi depuis l'époque de Mobutu. Donc il est important ici que les régimes actuels puissent se ressaisir, remettre sa tête sur ses deux épaules et les pieds sur terre, de ne pas croire qu'ils sont ici à mesure de basculer l'Église. Parce que Mobutu n'a pas pu le faire, Kabila non plus. Et aujourd'hui, ce n'est pas Tshisekedi qui arrivera ici à dédoubler l'Église ou à basculer l'Église. L'Église reste ferme. Et je pense, quand vous suivez les sorties médiatiques de ces prélats, vous sentez comme moi qu'ils attendent des pieds fermes. Donc ils sont prêts à tout. Et s'ils activent des actions
permanente sur le terrain contre les régimes, je pense que ça sera vraiment un mauvais signal. Et malheureusement pour les régimes Tshisekedi, c'est au premier mandat. Les autres c'était au deuxième mandat. C'était au deuxième. Certains, quand ils ont cherché à modifier la constitution, que l'Église s'est opposée. Mais là, ils sont au premier mandat. Vous avez aussi suivi la déclaration ou le show d'Augustin Kabouya Alimété au siège du parti présidentiel, qui a mis les couteaux dans la plaie et qui l'a tiré à balles réelles sur l'Église catholique. Cela risque encore d'avoir des conséquences sur le plan social. Non, je pense que... À part les conséquences politiques. Je pense que l'Église catholique, c'est quand même une église sérieuse et que les prêtres, ce sont des gens qui ont une forte maturité et une forte connaissance, mais aussi une forte expérience. Et ils connaissent tous les acteurs politiques congolais et tout le monde sait qui est Kabouya et c'est quoi les niveaux de Kabouya. Qui est Kabouya? Non, tout le monde le sait. Vous savez, à chaque fois qu'il fait une sortie médiatique, ça a toujours été de sortie ratée. Et je ne pense pas que l'Église va lui tenir rigueur parce que l'Église sait au moins que Kabouya, depuis un moment, il est à côté de la plaque et que tout ce qu'il raconte, c'est sa propre vie. Et souvent, ça c'est pas épousé. Les thèses développées ne sont pas toujours épousées par les proches du chef de l'État. Ils estiment qu'il n'est pas bon en communication et que toutes ces sorties créent toujours des problèmes au régime. Donc, je demande à l'Église de ne pas tenir compte des dérapages des Kabouya. Nous sommes déjà habitués. Bon, c'est un problème aussi, excusez-moi, des niveaux peut-être. Mais bon, il apprend avec l'expérience. Je pense que Kabouya sera en mesure de tenir des points de presse ou des sorties médiatiques qui ne vont pas brûler ou qui ne vont pas déranger les régimes. Tout à fait. L'expérience, dit-on, s'acquiert par la pratique. Écoutez, vous voyez, vous êtes secrétaire général d'un parti au pouvoir. Pendant qu'on vous attend sur des grands plateaux de télé pour aller défendre votre régime, défendre votre bilan, Kabouya est absent. Dites-moi, quelle est la grande émission, une grande tribune à laquelle Kabouya a pris part pour défendre Tshisekedi sur des grands médias du Congo ou du monde? Kabouya est absent. Kabouya ne se concentre que devant ces quelques militants pour essayer de faire son show. Mais ce n'est pas ça un secrétaire général. Nous avions connu des différents secrétaires généraux de partis au pouvoir qui se sont succédés. On les voyait sur des grands médias, dans des grandes tribunes, pour parler des grandes questions, n'est-ce pas, qui engagent ou de défendre les bilans de son régime. Mais malheureusement, il a mis l'accent sur la communication de proximité. Mais la communication de proximité, ce n'est pas seulement les quelques combattants de l'UDPS, les 200 ou 300 combattants qui sont réguliers là. Il faut aller aussi dans d'autres bases, dans d'autres provinces, ce qu'il ne fait pas. Mais aussi, il y a des canaux ici de communication sérieux qui peuvent, n'est-ce pas, lui faciliter, n'est-ce pas, la transmission de messages. Mais pourquoi il évite ces canaux de transmission? Pourquoi? Allez-y comprendre. Donc l'heure ne plie au discours, plutôt au bilan de Tshisekedi. Mais nous sommes à 6 mois des élections. Nous sommes à 6 mois des élections. Il ne devait plus verser, n'est-ce pas, dans des jets de ping-pong entre opposants, entre églises catholiques. Il devait être ici en train de nous parler des réalisations, n'est-ce pas, de son régime. Nous dire que voilà ce que le régime a fait dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de la sécurité, secteur social, secteur économique, secteur patati patati. Voilà ce que le régime a fait. Comparativement aux anciens régimes, nous sommes au top. Donc le peuple congolais, vous avez intérêt de renouveler votre confiance à notre candidat pour arriver à accomplir encore voilà. C'est ça un parti au pouvoir. Mais malheureusement, ils sont dans les jeux de ping-pong, ils perdent leur temps, n'est-ce pas, en train de centrer dedans, d'abord entre eux-mêmes, après de s'attaquer aux opposants et maintenant à l'église catholique. Fausse route, et je pense que c'est une mauvaise direction qui risque, n'est-ce pas, d'avoir des conséquences incalculables parce que le retour de la Manvel sera vraiment très grave. Voilà, c'est une mauvaise direction prise par le régime Tshisekedi d'engager un bras de fer avec l'église catholique. Nous allons aussi parler du processus électoral qui ne met pas d'accord tout le monde, toute la classe politique, elle est divisée. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi, depuis 2006 jusqu'à maintenant, les différents processus électoraux ne mettent pas d'accord toute la classe politique? Oui, donc il y a un problème. Depuis 2006 jusqu'à ce jour, il y a toujours de problèmes, mais celui-ci, ces processus, c'est vraiment un processus à des sérieux problèmes qu'on n'a jamais connus. C'est les premiers processus où nous avions connu un retard de 2 ans pour installer les bureaux. Et je vous rappelle que Denis Kadima est installé dans des conditions inacceptables.
Donc les choix de Denis Kadima a même séparé, a divisé la confession religieuse. Aujourd'hui, il y a la Cinco, il y a l'église de SCC qui s'était retirée du processus. Et ils ont fabriqué leur président des confessions religieuses avec un petit poignet d'églises de réveil et ils ont imposé Denis Kadima comme quoi c'était un expert. Et ils l'ont imposé avec un retard de 2 ans. Et ces retards-là avaient déjà impacté sur le processus électoral, sur les calendriers. Parce que selon la loi, aussitôt il est installé comme chef d'État, il faut déjà commencer à décaisser une somme selon les textes pour l'organisation des élections. Ce qui n'était pas le cas. Ils ont pris un retard de 6 mois et de 2 ans. Et ils ont installé les bureaux après 2 ans. Et les bureaux qui n'ont pas fait consensus, un bureau presque refusé. Et après, le bureau est composé des déchus de certains partis. Et tous les partis ne sont pas représentés. On a débauché certains membres dans des partis qui devaient prendre part au sein de ces bureaux. Ça, c'est déjà un problème. Ça sent la tricherie. Ils ont menti à l'opinion que Kadima était expert électoral et maintenant, document à l'appui, tout est prouvé que Kadima n'était qu'un observateur international. Il n'a jamais été expert. Aujourd'hui, vous avez suivi la déclaration des États-Unis d'Amérique. Il y a même une décision où ils ont refusé aux 5 experts électoraux formés par les Américains de ne pas prendre part à ces processus de peur qu'on puisse les retirer les titres. Donc aujourd'hui, nous sommes dirigés, mon cher ami, par des gens, excusez-moi les termes, qui n'ont aucune expertise. J'allais même dire des ramassis, mais c'est très fort, je retire. Qui n'ont aucune expertise. Donc, sur la question électorale. Pour le compte de Tshisekedi, on vous entend parler, mais vous l'accusez de travailler pour le compte d'un camp politique. Au regard de tout ce qui précède, vous comprenez qu'ils sont déjà en train de travailler pour la cause d'un camp politique. Je ne sais pas laquelle, mais on sait qui les a imposés là. En 2006, en 2011, en 2018, on a tous accusé les différents présidents de la Oui, mais pas de cette manière. Mais pas de cette manière, cher Gilbert. En 2006, nous n'avions pas vu la Cinco se retirer au LCC. Ils se sont tous mis d'accord sur les choix du président de la CENI. Mais ça, c'est extrêmement grave. Les 2 grandes confessions se sont retirées. Et Kadima a été, n'est-ce pas, désigné par des confessions minoritaires. Donc, il ne fait pas déjà du poids. Ça, c'est de 1. De 2, vous avez un vice-président, un deuxième vice-président, un déchu. Quelqu'un qui était déchu de son parti. Manara n'a pas été, mandaté par le PPRD. C'est un débauché du PPRD. Parce que le PPRD l'avait déjà déchu avant qu'il se retrouve là. Agé Matembo, un débauché du FCC. Tous ceux qui composent les bureaux, ce sont des débauchés de partis politiques de l'opposition et de la société civile. Ni la société civile, ni les partis de l'opposition, ils ne se reconnaissent pas en eux. Comment voulez-vous que le processus soit, n'est-ce pas, équitable et puis apaisé? Ça, c'est déjà le premier problème. Le deuxième problème, c'est les contraintes sécuritaires et financières. Ils ont un problème des moyens. Ils ont accumulé 2 ans de retard pour l'installation du bureau. Les régimes ne donnaient pas de l'argent, ni les frais de fonctionnement, ni les salaires des agents. Denis Kadima arrive, on a pire quand même les arriérés et on paie les frais de fonctionnement, mais l'argent des opérations. Jusqu'à ce jour, la CENI n'a réceptionné que 450 millions de dollars. Alors que, tout compte fait, il nous faut au moins maximum 1 milliard, minimum 800 millions de dollars pour organiser les scrutins. Par conséquent, il y aura l'élection en décembre 2018. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Mais il faut aussi voir les irrégularités qui ont entaché les processus d'enrôlement. C'est pour une première fois depuis que je suis né. Mais non, vous avez vu, les temps records d'abord, beaucoup de gens ne se sont pas enrôlés, partout il y a isolé, et de 2, la qualité de la carte. Aujourd'hui, il y a des gens qui détiennent des cartes sans photo, sans écrit, tout c'est presque effacé. Et là, j'apprends que les bureaux demandent à ces gens-là d'aller demander encore, exiger un duplicata. Mais quand est-ce qu'on donne un duplicata? C'est quand il y a perte de pièces. Et là, j'apprends, on fait encore commencer les processus d'enrôlement à Kwamount. Même si les députés provinciaux de Maïndo se sont opposés. Mais on va commencer les processus d'enrôlement, mon cher ami, pendant qu'on a déjà ouvert. On a un cas de jurisprudence, je crois en 2018, à Beni Boutembo, il n'y avait pas élection. Donc on peut mettre de côté Kwamount et toutes les parties où il y a la guerre. Alors, vous avez parlé des Beni Boutembo. Mais là, je vous parle de plus de 18 localités où il y a insécurité, il y a conflit communautaire. Nous sommes à plus de 18 communautés. Kiwanja, Nirangongo, Rutshuru, Massissi, Kwamount,
Vous prenez ici vers le mail, comment on appelle, vers comment Kindu. Non, j'avais parlé de Kindu. Vers Kindu, il y a de l'insécurité. Au Katanga, il y a des zones où les Katangais et les Kassaïens, donc la situation sécuritaire est très il y a un sérieux problème. Et les gens parlent seulement de Kwamout, Bilolo. Il y a autant de villages où il y a de l'insécurité, il n'y a plus de gens, on ne peut pas aller aux élections. Dans ces conditions, nous sommes à près de 18 localités, mon cher ami, où il n'y a pas eu d'enrôlement. Comment ça doit se faire? Et là, vous m'avez parlé de 2-3 localités, tout simplement. Ici, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Alors, et au-delà de ces problèmes d'insécurité, mais il y a un problème financier. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent pour nous amener aux élections. Jusqu'à ces jours, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a rassuré sur la tenue des élections, car le gouvernement, selon lui, a mis tous les moyens à la disposition de la CENI. Épargne-moi de parler de c'est Patrick Mouyaya. Il veut faire les Mende. C'est vrai, à un certain moment, il a vu son poste être menacé parce que le militant de l'IDPS réclamait Mende, parce que lui n'était pas. Il voulait un ministre porte-parole poignant, coup sur coup, et lui ne faisait pas les poids. Et là, il apprend les Mende et les Thierry Monsenepo, et il les fait mal. Mais il doit s'attendre à des sanctions. Il doit s'attendre. Mende, en faisant ça, aujourd'hui, Mende ne peut pas faire l'espace Schengen. Aujourd'hui, Mende ne peut pas aller aux États-Unis d'Amérique. Il est sous sanction. Donc, et Patrick, qui aime voyager de temps en temps, qui s'attend à ça. Il a menti et il est en train de chercher à faire les Mende, mais il ne fait pas le poids. Il n'a pas les épaules pour faire les Mende. Et je le rappelle à Patrick Mouyaya que Mende a commencé à faire les tchakou et ce qu'il fait là quand il a atteint, n'est-ce pas, l'âge de la retraite. Il est au soir de sa carrière. Mouyaya est encore trop jeune. Je pense qu'il est dans des quarantaines. Il a encore une longue carrière avec lui. Mais donc il doit ici rester. On a des gens comme de Mbosso qui est toujours en politique, comme de Bahati qui est toujours en politique. Mais quand vous voyez Bahati, vous voyez Mbosso faire les fous du roi aujourd'hui. Mais ils sont au soir de leur carrière. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont presque tout fait. Ils ont déjà imprimé leur marque. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, demain après-demain, ils attendent seulement que Dieu puisse retirer leur souffle ou qu'ils soient envoyés en retraite comme Kengo Wadondo. Mais Patrick a encore une carrière. Et commencer à faire les Mende aujourd'hui à cet âge-là, je pense qu'il est en train ici d'hypothéquer toute sa carrière. Et malheureusement, il est fait encore très mal et je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Il faut ici dire que tous ces ministres, tous ces politiques qui viennent prêcher les élections au peuple congolais, ils ne sont pas vrais. Je vous rappelle ici qu'il n'y a pas... il y a Soupé, je pense. Nétic nous a fait un article ici élaboré pour vous démontrer qu'il n'y aura pas élection. Et c'est ce dans les délais constitutionnels, bien sûr. Okay. Et c'est ce qui est entré décembre 2023. Voilà, c'est ce qui est ici entré de se réaliser. Quand vous apprenez déjà que le bureau Kadima commence déjà à solliciter 5 mois pour organiser des élections, sinon il risque d'organiser des élections bâclées. Mais qui va les accorder les 5 mois de retard? Qui va accorder les 5 mois de plus au mandat de Félix Tshisekedi? Personne n'est prêt à accorder même un jour de plus à Félix Tshisekedi. Donc il y aura glissement. Les régimes, l'opposition et automatiquement, les glissement est déjà dressé. Et nous attendons seulement de nous retrouver autour de la table pour qu'ils puissent parler, n'est-ce pas, les processus apaisés et parler partage du pouvoir. C'est ce qui va arriver. Je mets ma main à couper, cher ami Gilbert. Si on arrive à nous amener aux élections le 20 décembre 2023, mon cher ami, je reviendrai sur ton plateau. Les images restent, hein? Ouais, je reviendrai sur ton plateau pour ici décliner ma carte. Soit ça sera des élections bâclées qui risquent de brûler les pays et les conséquences seront incalculables. Mais si nous devons suivre la raison, la voie de la raison et l'objectivité, il est impossible au regard de tout ce que je viens de démontrer. Je ne vois pas le gouvernement Sama décaisser 600 millions aujourd'hui pour combler les vides. Du coup, c'est difficile. Ils n'ont pas déjà cet argent. Je ne vois pas ici. Déjà, il y a un sérieux problème. Ils vont aller aux élections avec qui? Vous avez suivi Martin Fayoulou. Il a posé les préalables. Oui. Les PPRD même. Mais aujourd'hui, qui a audité les fichiers électoraux? C'est vrai, j'étais contre l'OIF parce que l'OIF est dirigé par une Rwandaise qui est proche des Kagame et que les élections, c'est la question des souverainetés et qu'on ne pouvait pas ici, notre fichier soit audité par un pays agresseur. Ça, j'étais contre. Mais on devait quand même ici recruter une structure sérieuse, connue mondialement, pour auditer. Ça existe. Fayoulou a demandé un organisme neutre. Neutre. Où on va les retrouver, cet organisme-là? Mais écoutez, il y a l'Union européenne, il y a autant d'organismes. Il y a autant d'organismes au-delà de l'OIF.
Mais pourquoi aller sélectionner quelques experts, amis, qui ne sont même pas membres de certaines structures connues? Et on dit que le retrait des Fayulu est stratégique, c'est pour soutenir la candidature de Moïse Katumbi. Ça, je ne sais pas, mais moi je pense que les préalables qu'il a posés tiennent debout. Pour un candidat sérieux, il ne peut pas aller aux élections avec un fichier corrompu, un fichier qu'il ne maîtrise pas. Parce que les socles des élections, c'est les fichiers électoraux. Il faut savoir combien de doublons qu'on a eu à élaguer. Il faut savoir combien de mineurs. Il faut savoir combien de gens ont eu à faire, c'est pas moi, qui ne sont plus vivants. Parce que là, il y a des gens qui ont eu à s'enrôler 3-4 fois. Il y a des mineurs qui sont allés s'enrôler. Il y a même des morts qu'on a repris sur les fichiers. Ça arrive des fois. Et il faut élaguer tous ces gens-là. Et il faut au moins une structure sérieuse qui est là. Et en 2018, cela s'est fait dans 3 mois. Mais vous allez donner à une structure sérieuse 5 jours pour auditer un fichier de 43 millions d'enrôlés? Vous êtes sérieux là? C'est même la raison pour laquelle OIF avait décliné l'offre. Au-delà de la raison, moi je n'étais pas d'accord. Je pense qu'on ne devait pas ici ouvrir notre serveur à un pays agresseur. Mais ici, on a autant de structures, on a autant d'instances, n'est-ce pas, d'audit neutre et des renommées internationales qui pouvaient venir ici auditer notre fichier pour essayer de mettre tout le monde d'accord, ce qui n'a pas été le cas. Et il y a autant de préalables. On ira aux élections avec qui? Seul avec les partis au pouvoir? Mon cher ami, au-delà de tout ce que je viens de te démontrer ici, les retards des cotisations du gouvernement, il n'y a pas d'argent. Il faut au moins 650 millions de dollars aujourd'hui que le gouvernement semble être incapable de décaisser du coup. Il faut ici l'audit du fichier électoral. Il est incapable, mais c'est de mauvaise foi. Non, ils n'ont pas cet argent. Ils n'en ont pas. Du coup, décaisser 650 millions, ils n'en ont pas. Tout ce que vous apprenez là, mobilisation, ceci, c'est là, ce sont des tapes. Hey, dans des chiffres qui ne disent rien. Les chiffres qui ne... Non, les chiffres là ne reflètent pas la réalité. 16 milliards de dollars, ça ne dit rien. Mais vous avez suivi les FMI. Ils ont réduit ces budgets là jusqu'à 6 milliards. Donc c'était trompe-œil alors. Trompe-œil, c'est juste pour la consommation de l'opinion. Mais dans les fonds, il n'y a absolument rien. Je vous informe ici que tous les projets financés par le gouvernement congolais sont ici à l'arrêt. Voilà. Les caisses de l'État sont presque vides. Il y a de ces fonctionnaires qui sont impayés 2 mois, 3 mois jusqu'à ce jour. Les caisses de l'État sont aujourd'hui presque vides. On se demande où va l'argent. Certains me disent l'argent va dans des opérations de guerre. Mais la guerre continue. Et quand vous allez enquêter du côté de soldats, il ne faudra pas ici qu'on vienne dire, écoutez... Déjà entre la guerre et les élections, c'est quoi la priorité? La guerre, Tshisekedi a hérité la guerre. La guerre n'a pas commencé avec Tshisekedi. Ça fait aujourd'hui près de 2 décennies que nous sommes toujours dans cet état de sécurité à l'Est. Mais nous avions pu organiser des élections en 2006, en 2011 et en 2018. Donc ce n'est pas ici une occasion ou une brèche pour ces régimes de ne pas nous amener aux élections. Mais malheureusement, ils n'étaient pas préparés. Apparemment, leur bilan aussi pose problème, mais aussi, ils n'ont pas calculé les conséquences du retard d'installer les bureaux 2 ans après. Et la rétention des cotisations, des opérations électorales. Et ils sont rattrapés par ça. Ils ont essayé de boutiquer un calendrier à la va-vite qui ne savent même pas. Un calendrier qui ne savent même pas respecter. Comment voulez-vous qu'on aille aux élections? Aujourd'hui, on a déjà ouvert les bureaux de traitement des candidatures au niveau des députés nationaux et provinciaux, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Mais après, on veut encore. Depuis lundi, je crois. On veut encore annoncer l'enrôlement à Kwamount. Comment ça va se passer? Entre-temps, quand il s'agissait des répartitions des sièges au sein du Parlement, par solidarité, le Parlement a gardé le même nombre de sièges pour les zones non enrôlées où il y a conflit. Ils vont recourir au fichier de 2018, alors que dans ces fichiers-là, il y a des morts, il y a aujourd'hui des nouveaux majeurs. Qu'est-ce qui va se passer? Techniquement, il est impossible d'aller aux élections. Techniquement, il est impossible d'aller aux élections. Et quand vous apprenez que les bureaux a ouvert des discussions avec les parties prenantes, c'est tout simplement pour les annoncer les contraintes. Les reports. Voilà, le régime n'a pas besoin que d'applaudisseurs, mais aussi des critiqueurs. Il a critiqué les processus électoraux, mais c'est Gauthier. Il ne suffit pas seulement de critiquer, il faut se faire des propositions. À la ligne où vont les choses, vous l'avez dit, il y a risque que les élections soient reportées à une date ultérieure. Il n'y a pas risque, les élections seront reportées. Ici, moi, je confirme. Vous confirmez. Les élections seront reportées. Le 20 décembre 2023, les Congolais n'iront pas aux urnes. Il y a autant d'irrégularités qui doivent être réparées et il y a des contraintes
qu'il faut résoudre, notamment les contraintes financières et sécuritaires. Alors, que faire, puisque vous dites que le processus électoral n'est pas crédible, que faire pour crédibiliser le processus électoral en cours? C'est simple. La première des choses, il faut ici remettre les confessions religieuses ensemble. Les départs des cadimans, c'est le début de la solution. Donc on reprend tout à zéro. On reprend tout à zéro. Non, on ne reprend pas tout à zéro. Il y a des étapes qu'on doit reprendre à zéro. La composition du bureau. Il faut aussi que l'ECC et l'Église catholique puissent revenir, n'est-ce pas, à la table de désignation du président de la CENI. Qui choisissent un président suivant les normes. Et de deux, que ces présidents-là puissent fédérer toutes les parties prenantes. C'est vrai que c'est difficile, mais au moins que la majorité se reconnaisse en lui. Et de deux, que les partis de l'opposition puissent se faire représenter valablement au sein, n'est-ce pas, du bureau de la CENI. Ça sera le début de la crédibilité. Et tout ça, ça va retarder les élections? Bien sûr. Deuxièmement, il faut ici trouver, n'est-ce pas, un mécanisme pour imposer au gouvernement Samalou Condé décaisser mensuellement, trimestriellement les fonds dus aux opérations électorales. Troisièmement, il faut aussi sécuriser ou il faut aussi mettre en confiance les partenaires de l'opposition. C'est-à-dire commencer aussi à voir le tirage au sort qui va se faire au niveau de la Cour constitutionnelle, voir comment est-ce que ça peut se faire en toute neutralité pour que les juges soient reconnus par tout le monde. Qu'il n'y ait pas des accusations simples, gratuites en disant non, 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 ces choix-là, c'est parce qu'il est proche de tel parti, il est proche de tel candidat, ou il est proche de tel clan politique. Cela pourra rassurer, n'est-ce pas, les dirigeants, les parties prenantes à aller aux élections librement et calmement, sans tension. Voilà, ce sont les propositions. Je crois que les autorités compétentes nous suivent ou vont nous suivre par après. Alors l'actualité, c'est aussi les jeux de la francophonie. Déjà, il y a, après les Rwanda qui n'est pas partant de ces jeux, il y a le Québec, donc le Canada, qui refuse officiellement d'envoyer ses athlètes en RDC pour jouer. Cependant, le Canada peut envoyer une représentation diplomatique juste. Non, mais ici, il faudra d'abord reconnaître que ça sera des jeux bâclés. Déjà, nous sommes au 3e comité nommé par les chefs de l'État. Les 2 comités précédents, ils ont été accusés de détournement, de surfacturation. Ça, c'est le 3e comité. C'était déjà un mauvais signal. Deuxièmement, vous parlez des jeux de la francophonie. Tout le monde est concentré seulement sur les infrastructures. Mais qui va représenter la République démocratique du Congo? Vous êtes journaliste. Vous connaissez une seule équipe qui va représenter la discipline du football? Vous connaissez un seul judoka? Vous connaissez un seul cycliste? Vous connaissez une discipline YZ qui a été internée quelque part pour se préparer, pour nous représenter à ces Jeux de la francophonie? Rien n'est fait. Donc, nous organisons des jeux ici pour que toutes les médailles soient gagnées par les autres. Et nous-mêmes ne sommes pas préparés. En interne, il n'y a aucune organisation. Aucune, bien presque pas. Aucune. Parce que jusqu'à ce jour, moi j'ai enquêté sur ça. Dites-moi, vous êtes aussi journaliste. Vous avez vu un calendrier où il est écrit telle équipe de football par rapport à ses performances est recrutée pour nous représenter. Telle équipe de judo, telle équipe de karatéka, toutes les disciplines. Est-ce que nous serons représentés? Ça, c'est le premier problème. Les tenues des athlètes sont déjà achetées? Ça, c'est le deuxième problème. Nos athlètes seront habillés par qui et comment? Ça, il n'y en a pas. De deux, tout ce que nous allons gagner de ces Jeux de la francophonie, ça sera tout simplement les infrastructures. Ici, il faut reconnaître qu'ils nous ont construit des infrastructures suivant les normes. Et ça, c'est une bonne chose. Et ça, on acclame. C'est le seul, bien je dis, gain de cause qu'on aura de ces Jeux de la francophonie. Mais on ne doit pas s'attendre à garder une seule médaille ici. Mais aussi... Mais attention, vous dites que nous avons des très belles infrastructures. Pourtant, le Canada dit que rien n'est fait dans les normes internationales. C'est vrai. C'est parmi les raisons du boycott. J'en arrive. Dans les normes internationales, c'est vrai, on accuse des petites erreurs. Mais suivant quand même les manques à gagner qu'il y a vos pays et celles qu'on vient de construire, c'est quand même un pas. C'est les moindres mal qu'on pourra gagner. Mais pour ce qui est des normes au niveau international, il y a encore à boire et à manger. La preuve, beaucoup de pays francophones
ne prendront pas part. Ils viendront en figurant. Le Canada, depuis un moment, il n'avait pas encore levé l'option de participer. Et ce qui a encore appuyé la décision du Canada de ne pas participer, c'est les logements des athlètes. Mon cher ami, ils ont prévu de loger les athlètes à Linikin. Alors que Linikin est considéré comme une zone rouge. Il y a de l'insécurité. Et quel est ce pays sérieux qui peut aller loger ses athlètes de premier rang dans cette zone-là d'insécurité? Ça, c'est l'inquiétude des Canadiens. Okay. Voilà pourquoi ils ont ici refusé de participer. Mais deuxièmement, je vous informe ici que certains pays sérieux s'organisent déjà à trouver l'hébergement de leurs athlètes indépendamment. Ils sont en train de négocier avec certains hôtels pour qu'ils puissent loger leurs athlètes. Parce qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent pas mettre leurs athlètes à Linikin. Ils considèrent que c'est une zone rouge. À part la raison sécuritaire que vous avez évoquée, Linikin, Stade des Martyrs, Tatarafel, c'est aussi loin. La distance aussi. Voilà. De deux, nous parlons seulement des infrastructures. Mais la France aussi, je vous informe déjà ici que la France n'a pas encore levé l'option, mais selon les informations à ma possession, la France ne veut pas décourager les efforts de la République démocratique du Congo, mais ils n'enverront pas leurs athlètes de premier rang. Je vous rappelle que la France est en train d'organiser les Jeux Olympiques de 2024. Donc, ils ne vont pas prendre les risques d'envoyer Didier Reiters, tous les grands athlètes de premier rang, venir ici. Parce qu'ils considèrent que les conditions ne sont pas réunies et ils ne peuvent pas ici exposer leurs athlètes. Donc, les athlètes qu'on verra français venir ici, comme c'est le premier pays francophone au monde, plutôt, c'est eux d'ailleurs la francophonie. Ils ne veulent pas décourager nos efforts, ils vont tout simplement nous envoyer leurs Mabouidi, leurs athlètes des Kabeaka Mwanga, des Luilou, pour venir tout simplement faire les figurants. Mais, ils vont quand même jouer. Mais la troisième des choses, au-delà des surfacturations, des détournements dans l'organisation de ces Jeux de la francophonie, mais il y a encore mépris. Les comités Isidore a bâclé ici, a hypothéqué les intérêts du peuple congolais. Je vais vous choquer. Vous savez qui va nourrir les délégués et les athlètes qui prendront part au 9e Jeu de la francophonie? Qui? C'est Vivendi. Vivendi, c'est une structure française. Okay. Et tout ce qui sera mangé, bu dans ces Jeux viendra de la France. Un manque à gagner pour la RDC? Alors que nous avions des chefs cuisiniers, nous avions des restaurateurs ici qui pouvaient gagner ces marchés. Au-delà d'organiser ces Jeux, c'est aussi un miroir pour vendre notre économie, pour booster l'entrepreneuriat congolais. Pourquoi aller donner un grand marché en termes de millions à une entreprise française qui va préparer en France, qui ne paye pas des taxes au Congo, qui n'a rien à voir avec les Congolais, et tout viendra par Air France? Ok. Mon cher ami, à cause des rétrocommissions, à cause d'éviter les contrôles, l'audit, vous allez hypothéquer tout un marché qui allait booster l'économie congolaise, qui allait vendre la cuisine congolaise, allait donner ça à une entreprise française qui n'a rien à voir avec les Congo. Je comprendrais encore si on donnait à un expatrié mais qui opère au Congo, qui paie des taxes au Congo. Au moins celui-là, il a engagé les Congolais et il paie des impôts au Congo. C'est toujours quelque chose pour les Congolais. Mais une entreprise qui n'a rien à voir avec les Congos, c'est un manque à gagner, c'est insulter la cuisine congolaise, c'est insulter les chefs cuisiniers, c'est insulter les restaurateurs congolais. Alors que ça devait être un miroir pour vendre notre art culinaire. Mes chers amis, quand on voyage, on importe les cuisiniers. Au Congo, on ne prépare pas la sauce bolognaise. Au Congo, on ne prépare pas la sauce aux champignons, la sauce blanche. Nos cuisiniers n'ont pas appris ça pour aller hypothéquer nos intérêts, donner un marché, un grand marché comme ça en termes de millions à une entreprise française, parce que vous devez vous attendre à des rétrocommissions. Je demande à l'IGF, à l'Assemblée nationale, d'ouvrir l'œil et les bons sur Isidore, qui est les responsables de ces comités exécutifs des 9e Jeux de la francophonie. Plus grave encore, mon cher ami. Des organisations sur facturation, et la rétrocommission a primé sur les intérêts des Congolais. Nous avions une entreprise nationale d'assurance, SONAS. Je vais encore vous choquer. Les délégués et les athlètes qui prendront part sont assurés ailleurs. Ah bon? C'est une entreprise d'assurance française. Toujours la France. Toujours la France. C'est là qu'on a assuré les athlètes. Vous trouvez ça normal? Les Jeux se jouent au Congo. Nous avions la SONAS. Nous avions aussi quelques structures privées d'assurance au Congo qui payent nos taxes ici, qui ont engagé des Congolais. Au lieu d'assurer les athlètes et les délégués là-bas, vous allez les assurer dans un pays extérieur. Un manque à gagner. Qu'est-ce que Isidore cache
derrière tous ces grands marchés attribués aux expatriés. On le saura après les Jeux de la francophonie, M. Gauthier. Je demande déjà à l'IGF et à l'Assemblée nationale d'ouvrir l'œil sur Isidore parce qu'il y a à boire et à manger dans l'octroi des marchés. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, je viens ici interpeller les peuples congolais d'être vigilants, comme l'Église catholique l'a si dit. Nous devons être vigilants. C'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous sommes à 40% responsables de notre malheur parce que nous avions voté sur base de la tribu, sur base des intérêts personnels, alors qu'on oublie que le vote, c'est la détermination, n'est-ce pas, de toute une vie de la nation. C'est parce que tu as eu un polo, tu as eu 5 000, tu as eu 10 000 francs congolais. Mais est-ce que ta mère, ta grand-mère, ton oncle et ta tante qui est au village, qui est à Kabé-Akamouan, et je ne sais pas moi où, est-ce qu'il a eu 10 000 francs? Avec 10 000 francs, tu sauras venir en aide à toute ta famille élargie? Non. Mais si tu votes utile, des gens capables à respecter les textes de la République, ils vont appliquer les lois sur toute l'étendue de la République et les partages de nos ressources, tout le monde pourra sentir l'évolution, tout le monde pourra sentir, n'est-ce pas, les bien-être, n'est-ce pas, de les ressources. Et dit, soyons vigilants, c'est vrai, on n'ira pas aux élections le 20 décembre 2023, mais même s'ils prenaient 2 ans, 3 ans de glissement, on finira par aller aux élections. Votez utile, votez sur base d'un bilan, votez sur base d'un projet de société, votez aussi des gens qui ont un cursus, des gens qui ont un certain niveau. Ne votez pas parce que c'est Gilbert, il passe tout le temps à la télé, il raconte sa vie, parce que c'est Gauthier qui passe tout le temps à la télé, qui parle matin, midi, soir, et vous pensez que par là, à la télé, c'est pareil à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale. Non, là, il faut un peu d'intelligence, un peu de spécialité pour proposer des lois. Proposer des lois. Beaucoup ont menti la population. Beaucoup ont dupé cette population. Et nous sommes là pour éveiller la population. Mais j'en profite aussi, cher Gilbert, pour demander aux détracteurs de certaines structures de contrôle des finances publiques qui pensent qu'ils peuvent s'apprendre à certains dirigeants et à certaines structures des finances publiques. Je suis passé sur un plateau concurrent avec documents pour démontrer que les points de presse de la toile d'araignée sur l'inspection générale des finances était un pétard mouillé et il s'était fié à un seul document, l'ordonnance de 2006, nommant quelques inspecteurs comme commissaires aux comptes dans certaines entreprises et certains établissements publics. Mais en 2018, certains ont été relevés, notamment les chefs des services. Mais après, j'ai vu des messages anonymes, j'ai vu certains m'envoyer des messages comme quoi il s'agirait encore d'une structure d'un chef de service qui est encore commissaire aux comptes quelque part. C'est faux et archi faux. Gauthier, ça, il ne fait pas des choses à moitié. J'ai la documentation. Je ne vais pas ici rallumer la toile, mais j'ai les statuts de cette structure, j'ai les associés de cette structure, tous ceux qui font part de cette structure. Il ne s'agit nulle part d'un chef de service ou d'une institution quelconque. Il s'agit tout simplement de la mauvaise foi. On veut ici noircir le travail d'une inspection. L'inspection des finances, bien sûr, qui fait bien son travail. Dirigé par Jules Alignette. Dirigé par Jules Alignette. Je reste ici ferme sur mes pieds avec ma documentation et j'attends qu'il puisse piper un seul mot de mensonge. Je reviendrai sur ton plateau avec toute la documentation, les statuts, les journaux officiels et tous les pas des associés pour prouver noir sur blanc comme je l'ai fait avec l'ordonnance et l'arrêté qu'il n'est nulle part mentionner les noms d'un seul inspecteur dans ces documents. Voilà, chers Congolais, nous devons apprendre en tout cas à encourager les efforts fournis par l'inspection générale des finances sous les régimes Tshisekedi. C'est en tout cas une très belle chose à faire. Nous vous disons merci. Merci d'être venu, M. Gauthier. Merci aussi pour les privilèges m'accordés. Voilà, merci aussi à vous, chers auditeurs de iWeb Radio. Le prochain rendez-vous, c'est demain, à la même heure et avec le même plaisir. Au revoir. Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur le fonctionnement de la République démocratique du Congo. Contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire le décryptage d'actualité du jour. iWeb.